La surprise, c'est l'être vivant, très clairement. Je veux dire, quand vous vivez avec une personne autiste, entre guillemets, vous pouvez avoir le doute quelquefois de cette personne. De qui est cette personne? C'est tellement à l'opposé de ce qu'on peut vivre dans une société. Et c'est ça, s'il y a bien quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que ce sont des vraies personnes et qu'on oublie. Atypique et alors, un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette série audio, Brice Andlauer part à la rencontre de parents pour raconter leur quotidien avec l'autisme. Tu veux t'asseoir? Attends, pas comme ça. Vas-y, là. Non, l'autre pied encore. Non, pas là-dessus. Là. C'était un dossier. Et Véronique, donc la maman d'Hélène qui est forcément autiste, puisqu'autrement je ne serais pas là, qui était diagnostiquée autiste très déficitaire et qui écrit sous le nom de Babouillec. Donc en fait, elle a été diagnostiquée très tardivement, puisqu'elle a été diagnostiquée lorsque j'ai décidé d'arrêter toute prise en charge institutionnelle en 99. Donc c'est moi qui ai demandé un diagnostic, puisque jusqu'alors il n'avait pas été posé en fait. Donc Hélène avait 14 ans en 99. Hélène ne parlait pas, puisqu'elle ne parle toujours pas, ne jouait pas, n'avait pas un équilibre très stable. Donc elle était vraiment très loin de tout. Il n'y avait pas une vraie prise en charge raisonnée par rapport à l'autisme. Puisqu'elle était dans un IME pour personnes trisomiques. Et là, en fait, c'était un choix personnel, puisqu'il n'y avait pas de structure de toute façon sur le département d'Ille-et-Vilaine. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle s'enfermait de plus en plus. Donc c'est là, pour cette raison, que j'ai décidé de changer l'orientation et d'essayer de faire un projet à la maison, en fait. En fait, elle a intellectuellement les mêmes capacités qu'une personne Asperger. Au niveau de ses capacités motrices, elle n'a pas d'autonomie, alors qu'en fait, les Asperger ont quand même beaucoup d'autonomie. Donc ça la met entre deux diagnostics, on va dire, mais qui a quand même été prononcée très déficitaire, puisqu'en fait, les recherches ne sont pas sur le plan intellectuel, mais sur le plan de la capacité justement à se prendre en charge en autonomie. C'est même assez déstabilisant, puisque en fait, son développement psychomoteur normalement ne lui permet pas réellement d'apprendre à lire ou à écrire. Rêver d'être une boîte de cornichons posée sur une étagère et attendre que quelqu'un s'intéresse à toi pour changer d'étagère? Why not? Sortir de ma bulle pour entrer dans le cercle aux limites domptées depuis la nuit des temps par le géocentrisme indélébile. Pourquoi? Mon père est entré dans la cage et je n'ai plus de père. J'ai inscrit sur la porte de ma bulle un message que j'ai offert à mes meilleurs amis, aux neurones bien branchés. C'est vrai que c'est un grand mystère, mais c'est pas du jour au lendemain où bingo, tiens Hélène, elle sait écrire. On a fait un grand travail quand on a arrêté l'institution en 99. Pour résumer, mon projet c'était de vivre ensemble, ça reste toujours le même projet. Et comment vivre ensemble quand on a un tel décalage dans un espace, les uns par rapport aux autres, enfin l'une par rapport à l'autre ou les uns par rapport aux autres. On a beaucoup travaillé. C'est d'essayer d'aider Hélène à mieux comprendre son corps, pour essayer de... Ça va être compliqué, Hélène. Elle a l'air un peu triste. Elle n'aime pas cette histoire en fait. Ah. On va peut-être couper. D'accord, ok. Allez vous promener plutôt. En fait, c'est vrai qu'elle n'aime pas. C'est beaucoup trop d'émotions pour ça. De réécouter tout ça.
fait, un jour, j'ai dit, tiens, j'ai vraiment l'impression que le corps s'organise, on va pouvoir commencer à apprendre. Et là, j'ai découvert qu'elle savait lire. Et en fait, quand j'ai découvert qu'elle savait lire, c'était avec un puzzle, un jeu d'encastrement assez grand que quelqu'un lui avait offert. Et là, elle y arrivait, en fait. J'ai enlevé 3-4 pièces, elle avait beaucoup plus de dextérité que alors que c'était des toutes petites pièces. Et un jour, le jeu tombe. Et là, moi, je décide de les ranger. Ça faisait trop de pièces à ranger pour Hélène. Et je me rends compte qu'en fait, si on ne sait pas lire, on ne peut pas réaliser ce jeu. Puisque chaque petite pièce, en dessous de chaque alvéole, il y avait le nom de la petite pièce. Un clown, un vélo. Et donc, elles étaient toutes à peu près découpées avec la même forme. Donc, c'était très difficile de les reconnaître. Donc après, là, j'ai commencé à explorer pour voir si réellement elles savaient lire, en fait. Et donc, voilà, il fallait chercher un outil pour essayer de voir si elle pouvait écrire, puisqu'elle ne peut pas écrire avec sa main, en fait. Et donc, c'est comme ça que les petites lettres sont apparues. Et en fait, Hélène ne produisait pas de mots personnels, ça a été assez long. Avant d'écrire, on avait commencé la peinture. En fait, quelqu'un passant chez nous faisait une expo et a pris un tableau pour le mettre dans son expo. Et on va voir ensemble avec Hélène. Et toutes les œuvres avaient des titres. Alors je lui dis, Hélène, ce serait bien si tu pouvais, avec tes lettres, donner un titre à ton tableau. Et à ce moment-là, elle a écrit son premier poème. Et je lui avais demandé à quoi penses-tu quand tu peins ? Et elle m'avait répondu foi en son œuvre immense. Quand je dis l'œuvre à qui ? Et là elle avait dit Babouillec Caca. Louange à l'envolée des rêves entre le ciel et la terre. L'ascension est lente, freinée dans sa montée par le poids de nos corps cloués au sol, incapables de se détacher de la force terrestre. Pour quelle raison ou quelle lourdeur, pire, pour quelle ignorance du confort, de l'envol des consciences, sommes-nous prisonniers de la matière ? Dans l'Écriture sainte, les anges, ces hommes habillés d'ailes impétueuses, idéalisent l'imaginaire. Ils connaissent les rouages du monde terrestre et ils s'envolent. Sont-ils effrayés ? Ou l'exil mental, loin du poids des valeurs ostentatoires de la matière, est-il le salut des êtres affranchis de leurs âmes ? Cette terre, le refuge des êtres vivants jusque dans leur mort, a-t-elle trompé les hommes en les obligeant à se battre pour elle ? L'osmose sensorielle entre les remparts juxtaposés du corps et ceux de l'esprit est une invitation de l'intemporel. Le cerveau installe ses barrières de sécurité et c'est le début du ronron et de l'enfermement temporel. Je suis né avec une drôle de sensation intemporelle dans un corps muet, incapable d'ajuster les remparts en même temps qu'il s'éveille au monde. Suis-je un ange de désolation ? Le grand rendez-vous avec ma chienne de vie, je l'ai raté. Tant pis. Certaines œuvres se bonifient avec le temps, alors pourquoi pas la mienne ? Rien ne s'oppose aux valeurs sociales d'une désœuvrée en dehors du contrat social, mais mon engagement réel envers l'humanité, où s'inscrit-il et qui peut en juger ? À ce moment précis où je balance mes mots sur la page posée devant moi, je suis en équilibre sur ma barrière de sécurité sans connaître le mode d'emploi, des limites qui la composent. Je n'ai pas trouvé le nom du fabricant, ni la notice d'utilisation. Qui peut me renseigner ? Que peut-on me reprocher ? Sait-on lire le Made in Out of Line ? Pour elle, Hélène représente plus son corps, et Babouillec représente son intellect. Babouillec n'est jamais regardée comme la personne avec autisme. Alors qu'Hélène, oui. Non pas qu'elle soit en double personnalité, on ne rentre pas là-dedans, c'est pas notre endroit. Mais tout simplement pour dire que Babouillec, c'est la personne qui a réussi à dépasser les limites. Déjà, je pense pas qu'on puisse dire que c'est un miracle, parce qu'on a énormément travaillé. Donc je dirais c'est un miracle si j'avais fait cette boîte de lettres et qu'elle l'avait saisie, elle s'était mise à écrire, je dirais waouh, on est passé à côté de quelque chose pendant des années. Mais non, c'est un énorme travail.
Enfin, Hélène a écrit un texte par an à peu près. Je le dis clairement, c'est-à-dire que avant d'halluciner sur le résultat, ça a continué à être un énorme travail, donc c'est beaucoup d'engagement personnel qui lui permet d'avoir un cadre entre guillemets. Il y a 3 personnes qui viennent à la maison, mais pas ensemble, hein, sur des temps différents. Et j'ai pas du tout pris des personnes spécialisées dans la connaissance de l'autisme. J'ai pris des personnes humaines. On avait une ergo et une orthophoniste, mais là on a continué un peu seul avec nos outils à nous. Et ça bouge tout le temps en fait. Ça avance tout le temps. Hélène a quand même toujours ce projet en tête de parler. Après on cherche, on essaye de savoir comment fonctionne le corps par rapport à la parole, par rapport à ce langage, l'articulation du langage. Et voilà, et il y a quelquefois des mots, il y a quelquefois des envies de parler, mais après il n'y a pas toujours l'organisation pour. Mais on en rigole, quoi. C'est vraiment un espoir. Mais bon, on verra. Voilà ce que ce ratage moléculaire a chahuté dans son voyage explosif. Face à cet énorme Big Bang identitaire, j'ai décidé de prendre les événements en main. Oups, dur de squatter la bonne étagère où tout est plié, rangé, ordonné. En réalité, je voyage dans un pays imaginaire dessiné dans l'infini oblique des espaces convergents. Ça bouge sans cesse et cela me fait tomber dans l'ivresse du rire. Ce monde est drôle, un comique délirant de plein de vides qui s'entrechoquent, balance mes étagères, les vides, les remplissent et font valser ma boîte crânienne. Bercé par ce va-et-vient continuel, je me fabrique un cerveau lent pour ralentir la cadence infernale. Il marche comme un ouvre-boîte, mon cornichon de cerveau, alors il découpe la matière qui se vide de son sens. Je me retrouve blotti dans une tête sans étagère et commence le périple du rangement. Olé! Quelle aventure! Or combien déstabilisante ce raz-de-marée engloutissant soudain mon cerveau dans une énorme vague de stimuli ostentatoires. Impossible de refaire surface sans taper dans les boîtes. Mon illusion d'appartenir à un environnement collectif abroge âprement son éponyme liberté dans toute sa dimension ethnique. La fidélité des incontournables pièges à la pensée se déploie là, devant les questions qui interrogent les réponses, et l'enfermement ouvre ses portes. Mon appétit sans limite pour une vie libre a inscrit sa raison d'être face à ce piège hors de la pensée. Le silence est devenu mon intimité. Mon acte immoral, sursitaire face à la violence du dépassement de soi. Grandir, loin des obligations réglementaires où le corps s'autorise à voyager et loin des codes terrestres où la boue colle aux pieds m'a éloigné un jour du monde social organisé. Je vis dans ce plongeon, tête la première d'un gratte-ciel imaginaire. L'orage qui gronde dans ma cervelle étouffée noie mon amertume grandissante d'être cette fille sans parole, et l'éclair de la pensée libre foudroie ce moment d'égarement dans un éclat de rire. Elle est un peu triste pour nous, plus que triste pour elle. Donc on la fait rire. Enfin, voilà, c'est le pied de nez à tout ce travail, quoi, d'être de l'autre côté de la barrière, d'être la personne qu'on regarde comme une personne avec autisme et qui est toujours obligée d'avancer, toujours obligée de se battre pour avancer dans cette société. Et de l'autre côté, cette capacité intellectuelle que nous n'avons pas. Enfin, moi personnellement, je l'ai pas. J'ai pas cette capacité d'écriture. J'ai pas cette connaissance innée. Enfin, je veux dire, voilà, nous, tout ce qu'on a fait, on l'a appris. On est obligé d'aller chercher les informations. Donc c'est son côté, pas revanchard, mais de dire, voilà, elle a cet endroit-là qui lui appartient et que nous n'avons pas. Ça a changé beaucoup de choses, déjà pour moi en tout cas, mais en fait puisque c'est moi qui parle, je vais le dire, pour moi, puisque communiquer c'est extraordinaire. Je veux dire, quand on vit avec des personnes avec autisme, je veux dire que toutes
les mamans vont comprendre, hein, quand il n'y a pas de communication, quand il y a une barrière de corps entre deux personnes, c'est-à-dire entre nous et notre enfant, eh bien c'est difficile. Elle comprend tout, on peut discuter de n'importe quel sujet. Donc il n'y a pas de trou noir, quoi. Je veux dire, le fait de pouvoir avoir une telle capacité à traduire sa pensée et sa capacité d'écriture sur le plan littéraire lui a ouvert énormément de portes, puisque socialement, avec les artistes, le théâtre, la musique, donc elle a accès à énormément de choses et surtout une reconnaissance, une énorme reconnaissance. Donc ce qui est quand même difficile, même pour tout le monde, c'est d'avoir une identité, d'être respecté dans son identité. Et là, elle est respectée dans son identité. Pour vivre ensemble, étonnamment, il faut inverser un peu tous les mécanismes. Déjà, arrêter l'institution, ce qui n'est pas toujours préconisé. Ensuite, essayer d'aller trouver une autre lecture de ce que pouvait être Hélène. Un être vivant, c'est pas un corps vide, donc il y a une personne quelque part ou il y a un être quelque part. Donc c'est vrai que c'était un peu cette quête, c'est de trouver l'être. Donc cette écriture fait aussi partie de ce cheminement. C'est-à-dire qu'on est toutes les deux dans ce monde d'aller chercher ailleurs et d'inverser un peu les mécanismes pour, j'allais dire, survivre, pour vivre. Mais en fait, on ne survit pas, on vit. Et donc Hélène considère que si on ne rentre pas dans ce mécanisme, on survit. Moi je trouve, alors je me ferais peut-être un peu taper dessus, que tout ce qu'on peut proposer à l'heure actuelle en matière de prise en charge, j'appelle pas ça réellement de la vie. Donc moi, si on me demande est-ce que je suis prête à vivre dans ces lieux-là, personnellement, je ne peux pas. Je veux dire, et je crois qu'ici, on interroge tout le monde, personne ne peut y vivre. Donc je ne vois pas pourquoi une personne handicapée pourrait plus facilement vivre dans ces lieux clos que nous qui ne pourrions pas y vivre. La surprise, c'est l'être vivant, très clairement. Je veux dire, quand vous vivez avec une personne autiste, entre guillemets, diagnostiquée très déficitaire, vous pouvez avoir le doute quelquefois de cette personne. De qui est cette personne? C'est tellement à l'opposé de ce qu'on peut vivre dans une société que vous allez jusque dans le doute de qui est cette personne. Et c'est ça, s'il y a bien quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que ce sont des vraies personnes et qu'on oublie. Donc les projets institutionnels ne s'adressent pas à des vraies personnes. Avant, et beaucoup encore, on imagine qu'il n'y a pas de nécessité, enfin, comme s'il n'y avait pas de souffrance affective, comme si l'affect n'était pas mis en jeu, puisqu'il n'y a pas d'interaction sociale. Mais il y a des grandes souffrances affectives. Et vraiment, si dès qu'ils sont petits, enfin, même les tout petits déjà, toucher le corps, ce qui semble des fois contradictoire quand c'est un corps qui est en bagarre avec, qui n'aime pas, qu'on l'approche, tout ça, c'est que le corps devienne accessible. Nous, c'est la première chose que j'ai fait avec Hélène, rendre son corps accessible. Et voilà, il n'y a pas de... on peut aller vers Hélène, on n'a pas peur de l'approcher. Et là, on a gagné énormément de temps par la suite, parce qu'en fait, cette inaccessibilité sera toujours une barrière, à tous les niveaux. Donc moi, vraiment, j'ai 2 conseils, c'est vraiment... donner beaucoup d'affect, énormément. Et voilà, faut rester très très vigilant, je pense, à ces 2 choses-là. Le corps et l'affect. Nous sommes des ténors du silence, habités dans nos tripes par l'onde de choc des cerveaux sans contrôle. Avoir des envies d'exister dans son identité, c'est un combat que j'accepte. J'accepte de me battre contre ce moi déconnant aux yeux du monde. J'accepte de me battre pour ce moi déconnant aux yeux du monde. Mais je refuse de me battre pour les yeux du monde. L'œil qui te regarde, qui te juge dans son monde, a-t-il vu autre chose que lui-même pour interroger sa dimension d'être là dans ton envie, d'accomplir le grand saut du gratte-ciel qui te bloque dans ton imaginaire, le grand saut dans le vide existentiel de cette humanité qui te fixe dans les yeux de son monde?
C'est la vie, la politique aussi, je veux dire, les sujets qu'elle aborde, c'est des sujets sociaux. Elle est complètement confrontée justement à cette difficulté d'exister socialement par le fait qu'elle est autiste et en plus déficitaire. Comme elle le dit quelquefois, en rigolant, on me prend pour l'idiot du village. Or, c'est sûrement la moins idiote du village, entre guillemets, enfin, je veux dire intellectuellement. On est dans une société de l'image. Donc quand on ne rentre pas dans l'image, obligatoirement, on est tout de suite reclassé dans une autre dimension. Et c'est une bagarre permanente, quoi. Donc elle se protège aussi, elle s'amuse aussi à l'écrire parce qu'elle se protège derrière moi puisqu'on est toujours ensemble ou elle est toujours avec quelqu'un. Donc c'est aussi notre projet. Si elle devait l'affronter seule aujourd'hui, je pense qu'elle serait carrément à l'HP, puisqu'il y aurait trop de troubles du comportement par rapport à ses capacités intellectuelles et l'approche qu'on pourrait avoir par rapport à Hélène. Elle ne peut pas être seule, mais de toute façon c'est pas le projet. Et moi je dirais qu'en fait c'est possible si on arrivait à obtenir que les personnes handicapées mentales aient un droit à l'autonomie réelle et non pas un droit comme il est actuellement financé, c'est-à-dire 8 heures par 24 heures, puisque les personnes qui sont lourdement handicapées physiquement ont un droit de 23 heures sur 24. Donc ils ont un financement pour avoir des personnes à domicile 23 heures sur 24. Donc c'est vrai que si on généralisait pour tout le monde, pour toute forme de handicap, à partir du moment où c'est nécessaire, on se poserait peut-être moins de questions pour l'avenir. Bon, si je meurs tout de suite, c'est raté. Donc on va dire qu'on fait confiance à la vie. Et puis autrement, c'est la vie. Ça nous apprend tout, déjà la tolérance, déjà à ne plus avoir besoin d'un code particulier pour avoir l'impression d'exister. Au contraire, de casser les codes. Casser les codes, c'est une liberté de vie. Et vraiment la tolérance, oui, la tolérance, c'est-à-dire, et puis repousser les limites. Elle m'apprend tous les jours parce que ça continue, c'est pas quelque chose d'acquis. On peut toujours aller plus loin en fait, parce qu'on se croit tolérant, mais en fait il faut vraiment vivre en apnée avec une personne avec autisme pour savoir qu'on n'est pas si tolérant que ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher au fond de soi pour avoir des réponses tout le temps. Et là, effectivement, on devient tolérant. C'est-à-dire que sensoriellement, les gens sont souvent très vite envahis. Eh bien non, on est de moins en moins envahis. On a de l'espace. L'espace devient plus grand même s'il n'est pas très grand. Et ça permet vraiment d'être libre et d'accéder librement à autre chose, sans se mettre des barrières. Bleu est le ciel au-dessus des oiseaux de liberté. Silencieux est le battement de leurs ailes. Nacrée est la poudre diffusant ce parfum si particulier, habitant les hauteurs d'un autre lieu tout soyeux, léger, comme une plume, et ce corps appartenant à la dimension de l'ailleurs. J'ai vu dans l'entrebâillement des égarés célestes la porte secrète où se fabriquent les mystères de la vie. Je me sens égoïste de vivre dans cet émerveillement de la vie où tout s'éclaire, comme un feu d'artifice dans la chaleur de l'exaltation. La légèreté de l'étonnement, l'éblouissement du tendre bonheur. Je suis libre dans ma tête, et ce souffle qui porte la vie, je l'ai en moi et dans le silence du fond de mon corps. Je pousse un cri. Oiseau de liberté, voler. C'était le dernier épisode d'Atypique et alors. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette série audio à la rencontre de parents d'enfants autistes. Vous pouvez réécouter nos 7 précédents portraits sur toutes les plateformes et continuer de suivre Originel sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la diffusion de nos prochains sons sur l'autisme. Dans quelques semaines, nous démarrons une nouvelle saison à la rencontre des métiers qui prennent soin de l'autisme au quotidien. Si vous souhaitez découvrir plus de textes de Babouillec, vous pouvez vous procurer ses livres aux éditions Rivage. Le dernier s'appelle « Voyage au centre d'un cerveau autiste ».
Les textes que vous avez entendus sont des extraits de ce livre et étaient lus par Adrien Capitaine. La prise de son, le montage et la musique originale de cet épisode étaient réalisés par Brice Andlouer. Remerciements tout particuliers à tous les parents qui ont fait vivre cette série. Véronique, Isabelle, Teresa et Galade, Stéphanie, Thierry, Yvonna et Valérian, Alicia et Olivier. Atypique et alors est une production de la Société Originelle. À très bientôt pour de nouvelles écoutes.